Il y a des films qui nous transportent dans un univers. Il y a des films que tu vois pour la première fois et qui changent complètement le cours de ta vie. Et c'est sans aucune honte que je me présente comme porte-drapeau d'un film que j'adore, Roadhouse. Aujourd'hui à Revue, je vous donne 12 raisons extrêmement scientifiques qui font de Roadhouse le meilleur film au monde. Et ça commence maintenant. Je suis propriétaire d'une boîte près de Kansas City, le Double Deuce. En 12e position, la prémisse. Imaginez que vous vivez dans un monde où les videurs de bars ont le respect qu'ils méritent, où les videurs de bars sont des stars nationales, qu'apparemment tout le monde connaît dans le milieu des bars. Imaginez un monde où les videurs sont des modèles pour la jeunesse, des citoyens exemplaires. Et dans Roadhouse, on a ce côté-là où des mecs comme Dalton et Garrett sont presque des stars de bar, quoi. On a aussi le côté où un mec qui possède presque tout dans un petit village décide de faire sa loi. Et c'est grâce à qui que tout va changer? Grâce à un videur de bar qui, par ses actions, va inspirer la chambre de commerce au complet. Pourtant, Brad Wesley n'a peur de rien. Hier soir, cet enfant de putain a eu la trouille. En 11e position, la musique. Oui, parce que la BO de Roadhouse est juste épique. D'ailleurs, le groupe du début qu'on voit dans l'introduction du film est sûrement un groupe que vous avez vu dans un autre film. Sorti en 94, réalisé par Rodriguez, scénarisé par Tarantino. Et si vous croyez que le Titty Twister n'est pas inspiré à quelque part par le Double Deuce, je vous trouve vachement prétentieux. Rajoutons à ça un guitariste aveugle, Jeff Healey, qui joue avec son groupe dans une cage à poules. Si ça te donne pas une idée de l'ambiance qu'il y a dans ce film-là, je peux pas t'aider, quoi. En 10e position, Jimmy. Jimmy! C'est la menace physique du film. Autant le vilain principal est un trou de cul profond, Jimmy, lui, a un passé assez sombre. Oui, parce que plus il parle dans le film, plus on apprend à découvrir son passé. On sait qu'il est déjà allé en prison et on sait que pour survivre, il a dû violer des hommes. Ces révélations-là nous permettent à nous, en tant que spectateurs, d'avoir encore plus peur de lui. Oui, parce qu'un mec qui dit ça à un autre mec pendant qu'ils sont en train de se battre, ça te fait réfléchir quand même 2 secondes? Les gars comme toi, je les son filet en prison. Un peu représente l'antithèse de Dalton, dans le sens où Billy a les cheveux foncés, Dalton a les cheveux blonds. Et ce contraste-là est génial et la performance de l'acteur est juste fantastique. En 9e position, Sam Elliott. Wade Garrett. Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. Il interprète la virilité, la masculinité toxique. Mais la vraie, celle qui nous manque, celle qui n'existe plus dans l'univers dans lequel on vit. Un mec qui est tellement viril qu'il met même pas de casque à moto. Un personnage qui nous explique à quelque part la complexité de la masculinité, même quand il travaille dans un bar à nibar. Un homme capable d'une extrême sensibilité quand il danse avec la copine de son pote sur All my exes live in Texas. All my exes live in Texas. Un mâle alpha? Absolument. Mais je pense sincèrement que personne d'autre que Sam Elliott pouvait jouer Wade Garrett. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour le citer. 100 milliards de mouches ne peuvent pas se gourer. Faut bouffer de la merde. Je sais pas d'où elle sort celle-là, mais c'est un miracle d'avoir autant de cervelle et un cul aussi dingue. En 8e position, le rôle des femmes. Oui, le film date de 91 et la perception des rôles traditionnels était différente qu'aujourd'hui, disons. On va maintenant faire un petit jeu ensemble. Quand vous regardez Doc, maintenant,
Est-ce qu'elle est cochonne ou intelligente? Un coup de couteau. C'est ce que je disais. Intelligente, bien sûr, elle porte des lunettes. On réessaye. Sur ce plan, est-ce qu'elle est cochonne ou intelligente? Vous cherchez quelqu'un? Vous. Cochonne, bien sûr, elle a une nappe sur le dos et elle est venue draguer Dalton. Mais le rôle des femmes va plus loin dans Roadhouse parce qu'on a également la femme fatale. Pourquoi tu me regardes jamais dans les yeux? J'ose pas. Et la comédienne de service, quoi, qui chante à temps partiel, mais elle est plus là pour alléger l'atmosphère dans le film. Donc, le réalisateur et le scripteur réussissent à nous démontrer à quelque part toutes les nuances d'une femme moderne en 1991. Ça te choquerait que je te dise de venir chez moi et qu'on baise? En 7e position, les répliques. Vous êtes trop bête pour vous amuser! Autre temps, autre mœurs, et à l'époque, on s'empêchait pas de rien dire dans un film. Hé, vodka nature, si on se faisait une petite partie de frotti-frotta? Des phrases comme ça, on n'en entend plus beaucoup au cinéma. Vous avez déjà vu une aussi belle paire de Robert, les mecs? Je meurs! Ça vous jette, hein? Et encore moins des comme ça. Si vous venez avec une chienne, il faut la tenir en laisse. Et la magie de ce film, quand on le regarde encore aujourd'hui, eh bien, c'est un peu cette liberté-là. Bien sûr que le film peut, à quelques endroits, froisser des petites sensibilités, mais personnellement, je m'en fous. Comme n'importe quel film sur la planète, vous avez le choix de l'écouter ou de pas le réécouter, et on fera pas le passé. Roadhouse représente un univers extrêmement particulier, celui des bars, à une époque différente d'aujourd'hui, 1991. Donc oui, c'est très coloré comme langage. Salut toi, qui comme moi adore Roadhouse. Pourquoi ne pas t'abonner juste ici? Laisse un pouce bleu, un message, activer les notifs, partage la vidéo avec tes amis. Et on retourne maintenant à Roadhouse. En 6e position, un striptease. Mettre des nibards dans un film, c'est relativement facile. T'as qu'à payer une actrice et elle va se montrer à poil. Mettre des nibards, mais leur donner un sens, faire en sorte qu'ils font avancer l'histoire, ça, c'est du grand art. Et oui, on peut absolument argumenter sur le fait que le groupe commence à jouer de la musique de striptease et que le vilain du film envoie sa copine se mettre à poil devant tout le village, mais cette scène-là n'est pas inutile. Elle n'est pas juste là pour nous montrer une fille à poil. Faut voir le 2e et le 3e degré, les gars. 1, ça représente la puissance du vilain qui fait ce qu'il veut, de qui il veut, comme il veut, quand il veut. 2, ça nous démontre le désir de la fille pour Dalton, elle qui est coincée avec un vieux méchant. Et mon 3e argument, et c'est pas le moindre, ça nous mène à une super baston dans le bar entre Billy et Garrett, entre Dalton puis une douzaine de gars. C'est peut-être une des meilleures bastons du film, et sans ce striptease-là, on l'aurait pas eu. Arrête, ça suffit. En 5e position, la justice sociale. La beauté des bars, c'est que tout le monde est plus ou moins égaux. Que tu sois riche à craquer ou pauvre, si t'es dans le même bar, tu payes ta bière le même prix. Tout le monde est relativement égal. Et le travail d'un videur est de traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc la beauté de tout ça, là, et quand je parle de justice sociale, j'y arrive, c'est qu'un con à l'époque, quand il faisait le con, quand il disait des conneries et surtout quand il agissait comme un con, se prenait un bon vieux coup de poing sur la moule. Il y a personne qui prenait une photo, mettait ça sur Twitter et laissait tout le monde chier sur le con. À l'époque, le con se mangeait un bon coup de poing sur la gueule. Je vous laisse juger laquelle des deux méthodes était la meilleure, l'humiliation totale sur une plateforme de médias sociaux ou un coup de poing sur le nez. Et je rajouterais à ça qu'à la fin de ce film-là, il y a une véritable justice sociale parce que c'est tous les membres de la Chambre du commerce qui vont aller tuer Brad dans son salon. Ils vont tous lui tirer dessus à tour de rôle et se faire justice eux-mêmes. Ici, c'est notre ville. Tu n'y feras plus jamais la loi. En 4e position, le duel final. Pas le duel entre Wesley et Dalton, parce que ce duel-là est plus un duel basé sur l'émotion que sur le combat pur. Mais je vous parle bien du duel entre Jimmy et Dalton. Déjà, ça commence par un Dalton plus rapide qu'une moto et là, il saute sur Jimmy. Et là, ça se donne du coup de poing, du coup de pied. Des sauvages.
Et je vous rappelle ce que je vous ai dit plus tôt à propos de Jimmy. Un gars qui vous chuchote ça pendant que vous êtes en train de vous battre. Est-ce que ça te donne une assez bonne raison pour pas perdre ce combat-là? Dieu sait ce qu'il te ferait si tu tombes à moitié mort. Les gars comme toi, j'ai son filet en prison. En plus, il y a un énorme poids émotionnel au combat parce que Dalton va devoir tuer. Et tout le long du film, il regrette avoir déjà tué. Et il va arracher la trachée à Jimmy. Un duel épique qui est clairement une des raisons pourquoi Roadhouse est le meilleur film du monde. En troisième position, le vilain Brad Wesley. Dans les années 90, quand on faisait un film et qu'on mettait un vilain, on faisait pas semblant de mettre un vilain. C'était pas du semi-trou de cul ou de l'apprenti trou de cul. C'était du full 100% trou de cul. Le mec, OK, il se balade dans la rue comme s'il était dans son salon en faisant des zigzags. Il bat sa femme. Il crame le magasin Dredd et il se balade en Bigfoot dans le petit concessionnaire Ford local. Ce personnage-là de Brad Wesley, à défaut d'être nuancé, est dans ta face tout le long du film. T'es même pas à 15 minutes dans le film que tu l'haïs déjà. Et ça, c'est ce que j'appelle un vilain efficace dans ce genre de film-là. Relax, relax. En deuxième position, le plus grand monologue de l'histoire du cinéma. Tu t'inquiètes pour rien. Mais il y a 3 règles toutes simples à savoir. Dalton, joué par Patrick Swayze, va nous donner 3 règles à suivre pour vivre une vie paisible. 1. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Clairement, une règle que tu peux appliquer tous les jours dans ta vie. 2. On se bat dehors. Une autre règle que tu peux appliquer à n'importe quoi dans ta vie. On se bat pas au travail, on amène le mec dehors. On se bat pas dans un bar, on amène le mec dehors. On se bat pas à la supérette, on amène le mec dehors. Il y a une métaphore à travers ce « on se bat dehors » qui est beaucoup plus puissante que les gens pensent. On pourrait aussi parler du fait que quand il parle de « on se bat dehors », c'est « on reste extérieur à soi-même ». Je dis ça, je dis rien. Mais faut voir la profondeur de la phrase et prendre le temps d'y réfléchir. Et le troisième truc qui fait que ce discours-là reste imprégné dans ma tête et guide ma vie depuis 1991, restez cool. Pensez à n'importe quel problème qui se passe présentement dans votre vie. Vous n'avez pas de pognon, restez cool. Votre femme vous trompe, restez cool. T'as perdu ton boulot, reste cool. Quelqu'un t'a pissé sur les bottes, reste cool. Rester cool, c'est à quelque part devenir maître de sa propre vie, de sa propre destinée. Si par hasard on vous tombe dessus en vous traitant d'enculé, je vous dis qu'il faut rester cool. Jusqu'au moment où il faut plus être cool. Mais comme Patrick Swayze est décédé il y a quelques années, il n'y a plus personne pour nous dire quand faut arrêter d'être cool. C'est moi, ouais. C'est moi qui vous le dirai. Et maintenant, une mention spéciale bien personnelle parce qu'il s'agit de Steve, un des videurs qu'on rencontre au début du film. Je vous mentirai pas en vous disant que cette mention spéciale-là a un sens très particulier pour moi parce que je partage le même nom. Je vous apprendrai rien non plus en vous disant que le personnage du film n'a pas donné très bonne réputation au nom Steve. Faire entrer des mineurs, se les tape en levrette dans le débarras, c'est pas la classe. Mais encore une fois, c'est parce qu'on comprend pas la profondeur du personnage, la dualité entre un mec qui est dans un travail qu'il aime pas, dans lequel il est malheureux et il cherche des distractions, et son rêve qui est peut-être d'être propriétaire d'un bar ou de devenir hygiéniste dentaire. Steve, c'est un rêveur à quelque part. Et je pense que dans le film, on l'a limité beaucoup à un mec qui fait rentrer des mineurs et se les tape en levrette dans le débarras. T'es viré, mon vieux? Mais c'est mon heure de pause. Et en première position, Patrick fucking Swayze. La coupe de cheveux, le 501, le semi-col roulé à manches courtes, le kimono blanc rentré dans les jeans. Patrick Swayze, à l'époque, c'était plus qu'un acteur. C'était une star du cinéma. Et tout ce qu'il nous démontre comme performance dans ce film-là, que ce soit stoïque, clope à la gueule, café à la main, ou en train de faire son tai chi le matin, la profondeur de son jeu, la nuance du regard, la souplesse de ses émotions, la performance de Patrick Swayze dans Roadhouse devrait être enseignée au British Academy of Theatre. Parce que t'as tout là-dedans, l'amour, l'amitié, l'agonie du combat, et surtout cette vengeance qui l'habite, cette haine intérieure
qu'on voit subtilement se présenter par des petits moments dans le film, mais qui finit par exploser durant son combat avec Jimmy. Certains vous diront que le meilleur rôle de Patrick Swayze est Dirty Dancing. D'autres vous diront que le meilleur rôle de Patrick Swayze est Point Break. Il y en a même qui ont le culot de vous dire que le meilleur rôle de Patrick Swayze est Ghost. Et moi, je le dis haut et fort, le meilleur rôle de Patrick Swayze, c'est Roadhouse. Il s'appelle Dalton. Je déconne un peu avec ça, mais Roadhouse, ça reste selon moi un de mes films préférés. Pourquoi? C'est peut-être au moment où je l'ai vu dans ma vie, j'avais 13 ans, je crois. Et pour des raisons qu'on s'explique mal, des fois, il y a des trucs qui restent accrochés avec toi toute ta vie. Et c'est un film que j'ai dû voir des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et encore aujourd'hui, quand je regarde, je ne saute aucune scène. Je comprends que pour certaines personnes, Roadhouse est un des plus gros nanars jamais faits, mais en tant que Steve est fier de l'être, c'est un des films auxquels je voudrais réhabiliter la réputation. Non, Roadhouse n'est pas un nanar. On annonce d'ailleurs le reboot de Roadhouse avec Jake Gyllenhaal et Conor McGregor. Pourquoi refaire Roadhouse? Pourquoi toucher à un chef-d'œuvre? Et en plus, je vous dirais que l'univers des bars a tellement changé depuis les années 90 que j'ai énormément de difficultés à voir où ils vont amener cette histoire-là. Laissons la chance aux coureurs et j'aurai sûrement l'opportunité de le critiquer quand il sortira. En attendant, je vous remercie énormément d'avoir passé un peu de temps avec moi et d'avoir écouté la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce, un message, activez les notifs et on se revoit la prochaine fois.